מפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva, où nous revivrons ensemble la vie juive en mille et une questions. Alors chers auditeurs, chers parents, nous avons l'honneur et le privilège d'avoir avec nous ce matin l'instigateur du projet Tzitzit, monsieur Michael Fratis. Alors c'est un grand plaisir d'être avec vous ce matin, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, ça va très bien, Baruch Hashem. Ça va très bien. C'est un grand honneur d'être présent à la radio aujourd'hui, en Belgique. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Alors, pouvez-vous d'abord vous présenter à nos auditeurs et présenter aussi ce magnifique projet en quelques mots? Alors, je m'appelle Michael Fratis, j'ai 42 ans, je vis en Eretz Israël depuis presque 9 ans maintenant. J'ai fait mon mariage de France, j'habite à Paris. Je vis ici avec mon épouse et mes enfants. Et en fait, comment est né le projet Tzitzit? Il y a 2 mois de cela, et avec tous les événements qui se passent, qui se sont passés, qui se déroulent encore aujourd'hui en Israël, je me suis dit qu'il fallait trouver une idée, une mitzvah qui allait donner des mérites au peuple d'Israël. On sait que pour éveiller un peu la clémence divine, c'est bien de réveiller un peu le peuple, que le peuple se réveille à la tchouva. Alors moi, j'ai essayé de chercher comme ça une idée qui pourrait faire l'affaire, et je me suis dit pourquoi pas le talit katan. C'est tellement facile, une mitzvah qui est quasiment très peu d'argent, simple et peu coûteuse pour tout le monde, et j'ai choisi le talit katan. C'est simple à réaliser, et surtout ses mérites d'après la Torah sont absolument immenses. Donc c'est un petit peu comme ça que l'idée du projet Tzitzit est née. Et en une phrase, vaste campagne de promotion et de distribution gratuite de talit katan dans la communauté francophone d'Israël, pour le moment d'Israël. Chazak, c'est magnifique. Alors, j'ai entendu, vous avez dit le talit katan. Alors, quelle est la différence entre le talit gadol, talit katan, le tzitzit? C'est quoi les différences? Alors, la différence, elle est assez simple, c'est que le talit gadol, c'est celui qu'on porte au Beth Knesset, à la synagogue. Oui. Et le talit katan, c'est un talit que l'on met sur les habits, en dessous on le porte comme un habit. C'est ça, en gros, la grosse différence entre les deux. Les deux sont pourvus de tzitzit, bien sûr. Et voilà. Donc c'est ça en gros la différence entre les deux. D'accord. Et c'est quoi les tzitzit alors? Le talit, ça c'est l'habit, c'est le châle. Et les tzitzit, c'est quoi? Alors les tzitzit, c'est les fils. Les tzitzit, c'est des petits fils qui pendent sur les côtés. En fait, la mitzvah, c'est que quand un habit ne possède pas 4 coins, il n'est pas soumis au tzitzit. D'accord. Donc en vérité, si un habit n'a pas 4 coins, on n'a pas besoin de mettre de fil. Mais tout homme pieux, comme dit la Torah, il ne peut pas se dispenser de ce commandement de porter un habit à 4 coins. Et donc c'est comme si on se forçait un petit peu à mettre un habit à 4 coins pour pouvoir y mettre des tzitzit et pour pouvoir faire le. Donc c'est vraiment une belle preuve d'amour envers Akadosh Baruch Hu, de nous montrer que même si c'est une obligation, on veut quand même réaliser la mitzvah, de porter. C'est joli. Alors pourquoi spécialement on va faire le talit à la synagogue et un petit tzitzit donc en règle générale dans la journée? Alors en fait le talit donc c'est celui qui est pour prier. Donc il est de plusieurs couleurs. Il y a plusieurs minagim pour les gens qui sont en bande noire. En général, ce sont les Ashkenazim qui le portent à bande noire. Les Sfarad, eux, il est tout blanc. Et par contre, par rapport au talit katan, c'est un vêtement beaucoup plus petit, avec une ouverture pour la tête. Et lui, il est porté sous les vêtements extérieurs, du matin jusqu'au soir, jusqu'au coucher. Alors que le talit gadol, il est vraiment dédié pour la tfila. À la fin de la tfila, on l'enlève et après, on le range. Le talit katan est porté vraiment toute la journée. Toute la journée. Et la nuit? La nuit, c'est pas un chiyuv. C'est celui qui veut le porter la nuit, c'est bien. D'ailleurs, la Kabbalah dit que porter un talit katan la nuit, ça protège des mauvaises choses de nuit. Et il n'y a aucune obligation de le porter la nuit. Mais c'est quand même bien. D'accord. Alors, quelle est la raison de porter sur soi un habit avec donc 4 franges en mettant ses fils?
Comme vous avez dit, un habit qui n'a pas ces 4 franges, il n'y a pas d'obligation de mettre les tzitzit. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence que quand il y a 4 franges, il faut mettre des fils, s'il n'y a pas, il ne faut pas? Bon, un habit qui a 4 franges, c'est un roc de la Torah, c'est un roc d'Akadosh Baruch Hu qui dit que tout habit qui a 4 franges, qui a 4 coins, devra porter les tzitzit. Darba comme ça. Très bien, donc c'est vraiment un roc, donc un commandement qui n'a pas d'explication tout à fait logique, mais on doit le faire. Dans la Torah, il y a deux sortes de commandements. Il y a les Chukim, il y a les Mishpatim. Les Mishpatim, on les comprend, on les comprend plus ou moins. Et il y a des Chukim qu'on ne comprend pas. Comme par exemple la mitzvah de la vache rousse, on ne comprend absolument pas pourquoi est-ce que les cendres d'une vache pourraient purifier une personne. Et au même moment, elle impurifie le col qui purifie le juif. Il y a aussi, et donc notamment, il y a aussi l'autre mitzvah, c'est la mitzvah des 4 coins. On le ramène de Kriyat Shema. Dès qu'un habit, je vous coordonne au béni Israël, dès qu'un habit porte 4 coins, il faudra y mettre des petites piottes. Donc c'est un roc qu'on ne comprend pas, mais émanant du maître du monde, comme les Israël ont dit au mot chemin, on fait, et après on rentre dans la lacrosse et on essaie de comprendre pourquoi tout ça. Donc c'est comme vous avez dit, donc c'est vraiment une belle preuve d'amour, bien sûr pour une chose qui est logique et qu'on le fait parce qu'on l'a compris, donc c'est facile. Mais quand notre père nous dit voilà fais ça même si on n'a pas compris et qu'on le fait quand même, ça montre vraiment l'amour qu'on lui porte et c'est un petit peu donc cette mitzvah des tzitzit. Exactement. Alors le tzitzit c'est aussi, on dit que c'est l'uniforme du peuple juif. Alors quelle est la véritable importance, si je puis dire, de mettre les tzitzit? Alors en fait le tzitzit, ça nous aide à nous remémorer. Et à la fois, ça nous inspire. Je vais expliquer pourquoi. Tout le monde sait ce qu'est un uniforme. Les soldats, ils nous ont familiarisés avec lui. Nous savons aussi que ceux qui le portent ont également certains insignes, des emblèmes issus de métal, des médailles, des choses comme ça, des médailles d'honneur, etc. Et en fait, chacun symbolise un rang ou une branche du service dans lequel il évalue. Ou encore un honneur conféré, ou une certaine association, un certain ordre. En fait, le but de tels uniformes et de ces insignes, c'est de distinguer des autres ceux qui les portent, non afin de chatouiller bien sûr leur vanité ou de flatter leur orgueil, mais de leur rappeler constamment les obligations et les devoirs spéciaux auxquels ils se sont soumis en tant qu'hommes en service. C'est ça en fait, une personne qui porte un uniforme, que ce soit un gendarme, un policier, un militaire, dès qu'on voit son uniforme, on dit « Ah, cette personne, il est en service, il travaille, il est en train de faire son service. » En fait, l'uniforme, il a cette particularité, c'est qu'il unifie le groupe et on fait un seul corps, comportant des obligations communes. C'est ça, en fait, là, en quelques mots, la définition d'un uniforme. Dans quel est le rapport avec le talit katan? En fait, le talit, c'est l'uniforme du peuple juif. Et les tzitzit, c'est les insignes. Hachem nous a commandé de porter les tzitzit sur un vêtement à 4 coins, comme l'uniforme et les insignes distinctifs du juif. Cet uniforme nous rappelle que Dieu nous a choisis pour le servir, comme membre d'un régiment royal spécial, on va dire, comme soldat de Dieu, avec par-dessus toute l'obligation d'observer les 613 mitzvot dans notre vie quotidienne. Donc c'est ça en fait, le fait de porter un talit katan, c'est le fait c'est comme si on faisait partie de l'armée de la Kadosh Baruch Hu. On a notre kippa, on a notre talit katan, on est prêt au service. C'est un petit peu le sens du talit katan. כשהלב בוכה, רק אלוקים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה. אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותך את הדממה. שמע ישראל אלוקיי, אתה הכל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל, בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אפחד.
נוצר בי כוח. כשהלב בוכה, הזמן עומד מלכת. האדם רואה את כל חייו פתאום. אין לו נותר, הוא לא רוצה ללכת. לאלוקיו קורא על סף תהום. שמע ישראל אלוקיי. Nous revoilà sur Radio Judaïka, vous êtes dans l'univers de la Yeshiva, avec le Rav Mordechai Chalençon bien sûr, mais avec ce matin, avec un invité qui est donc, comme on l'a dit tout à l'heure, Monsieur Michael Farti, l'instigateur du projet Tzitzit en Israël pour les francophones israéliens. Alors, comme Monsieur Farti nous l'a expliqué juste avant, il est écrit dans la Gemara, dans le Talmud, que pour être sauvé des Chevlei Mashiach, donc des douleurs d'enfantement du Mashiach et de la guerre de Gog et Magog, etc., il est très important de s'affairer à l'étude de la Torah, mais aussi de faire beaucoup de chesed, d'actions de bienfaisance. C'est pour cela que l'idée du projet Tzitzit est née. Et donc, Monsieur Farti, ici présent avec nous ce matin, a volontairement choisi une mitzvah qui est très simple et peu coûteuse, comme il vient de le dire, mais dont les mérites sont gigantesques. Mettre le talit katan, qui est aussi facile de porter une kippa, mais en plus la mitzvah se veut bien plus discrète puisqu'elle se met sous les habits. Alors, Monsieur Farti, vous êtes avec nous encore un petit moment ce matin. Alors, vous nous avez expliqué l'importance du tzitzit, et vous nous avez dit qu'en mettant les tzitzit, on se rappelle des 613 commandements. Comment peut-on, en regardant des fils, se rappeler de tous les commandements que nous avons dans notre Torah? Alors en fait, ça qui est très joli, c'est que les 613 mitzvot, en fait le mot tzitzit en hébreu, c'est tzadik yud, kaf. Et ça veut en numérique, c'est 600. Chaque fil du tzitzit, il est formé de 4 fils que l'on double, donc ça fait 8 fils en tout. Et sur chaque fil, c'est-à-dire sur chaque tzitzit sur le coin de la vie, donc si on ajoute les 5 plus les 600 déjà du début, ça fait 613. Donc on arrive en portant un talit katan, comme dit la Gemara. Porter un talit katan, c'est comme si, vous avez des tzitzit en tous les cas, ça équivaut à réaliser les 613 mitzvot à chaque instant. À chaque pas, chaque seconde, un juif qui porte un talit katan toute la journée, c'est comme si tu réalisais les 613 mitzvot. Wow, ça c'est magnifique. Alors, et c'est fait en quoi ce tzitzit? C'est en laine, c'est en lin, c'est en quoi? Alors, en fait, il y a deux sortes de talit katan. Alors, en tout cas, le talit gadol qu'on porte à la synagogue, lui, il est en laine. D'accord. C'est en laine pour tout le monde. Maintenant, le talit katan, il y a plusieurs sortes. On va dire qu'il y a 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle le filet, ce qu'ils appellent ici en Israël le réchet. C'est un talit katan qui est en viscose. Il y a des petits trous pour éviter la transpiration, etc. Le problème, c'est que la plupart des poskim aujourd'hui, la plupart des décisionnaires d'aujourd'hui, disent qu'il n'est pas caché. Ah ouais. Ensuite, il y a le talit en laine. Alors, le talit en laine, c'est quoi? En fait, c'est presque comme un gadol. En tout cas, il ressemble énormément, sauf qu'il est plus petit. Et c'est vraiment en fonction de la taille de la personne. La différence entre un talit en laine et un talit en coton, parce que moi je vous parle beaucoup après du coton parce que chez nous c'est ce qu'on fait, c'est en coton, c'est que le talit en laine, il est fait pour réaliser une mitzvah de Horaïta. Ça veut dire que c'est une mitzvah qui émane de la Torah écrite. C'est pour ça que la Torah, c'est un talit en laine. Le problème, qui n'est d'ailleurs pas un problème, c'est que le public auquel nous on va s'adresser, la plupart ce sont des jeunes adolescents qui ont du mal déjà à porter un talit d'Israël. Donc c'est un peu contraignant. Déjà de dire à une personne, il faut que tu mettes tous les matins un t-shirt et ensuite au-dessus tu mets un talit qui est en laine et au-dessus tu pourras mettre un pull ou ce que tu veux, une chemise, ça va être compliqué. Alors nous, on a opté pour le talit katan en coton. Ce sont les chachamim de la Gemara qui l'autorisent, qui disent que c'est aussi autorisé. Oui, donc tous les rabbinim d'aujourd'hui, ils disent que c'est cachère sans aucun problème. Oui, ok, sans aucun problème. Le talit en coton n'a aucun problème. C'est juste, on a eu
petit problème par rapport au TTIP. Au fil, vous voulez dire? On a exigé, c'est pour ça qu'on a exigé qu'il y ait une cache-route, on va dire, sur le TTIP. Ça veut dire quoi avoir une cache-route sur le TTIP? Ça veut dire que l'année dernière, il y a eu un mini-scandale en Israël, et qu'ils se sont aperçus que le TTIP doit être fait l'échelle mitzvah TTIP, au nom de la mitzvah du TTIP, oui. donc fait par des juifs. Ils se sont aperçus l'année dernière qu'il y avait une société qui fabriquait des talit katan. Ils se sont aperçus que des talit katan, en tout cas les TTIP, étaient faits en prison par des Arabes. Ouais. Donc ça a été un gros scandale. Donc du coup, toutes les sociétés très sérieuses maintenant mettent aussi un recherche sur le TTIP en lui-même. Ça veut dire que chaque TTIP c'est marqué par qui il a été fait et bien sûr a été fait par les Shem Shamaim. Et donc c'est ce que nous on vend, c'est ce que nous on donne, on distribue. Ce sont des talit katan en coton. L'avantage du talit katan en coton, pour une personne qui veut commencer et qui n'arrive pas à mettre le talit katan encore, c'est compliqué, etc. Le talit katan en coton, il se porte comme un tricot de sport. Donc au lieu d'être un tricot de sport le matin, c'est talit katan et au-dessus la chemise ou même un t-shirt, on peut même mettre un t-shirt ou un pull normalement. Oui, donc en fait ça remplace un peu le t-shirt, sauf qu'en même temps on fait un commandement divin qui nous donne une protection pendant Exactement. Donc c'est magnifique. Bienvenue sur le vol numéro 770 en direction de Tel Aviv. כי זאת הארץ אשר אתן, בניך ישבו בה לעולם, ומשמיים אותה אברך ואת כולם. מהגלות עד אליי שבים, עברתם צער ומכשולים, זוכר לכם חסד נעורים, ברוכים הבאים. עד אלייך אני בא, לא חוזר אני נשאר, בשבילך עוזב הכל, מגיע כמו גדול. בוא איתי לארץ ישראל, בוא תגיד שלום למשפחה שלך בארץ, תן לי את הכוח להביא את השלום, כולנו עם אחד היום. בוא איתי לארץ ישראל, בוא תגיד שלום למשפחה שלך בארץ, הדרך קצרה יותר, יש לי אחים שם בכל העולם, רק כאן מושלם. אתה רחוק ורק משתי עיניי, בלב תמיד אתה קרוב מדי, כי אב אחד יש לכולנו אליו, אשא עיניי, עד אלייך אני בא, לא חוזר אני נשאר, בשבילך עוזב הכל, מגיע כמו גדול. בוא איתי לארץ ישראל, בוא תגיד שלום למשפחה שלך בארץ, תן לי את הכוח להביא את השלום, כולנו עם אחד היום. בוא איתי לארץ ישראל, בוא תגיד שלום למשפחה שלך בארץ, תן לי את הכוח להביא את השלום, כולנו עם אחד היום. Come with me to ארץ ישראל, בוא תגיד שלום למשפחה שלך בארץ, תן לי את הכוח להביא את השלום, נגשים ביחד עוד חלום. יאבק מוע עוד ארץ ישראל, בוא תגיד שלום למשפחה שלך בארץ, תן לי את הכוח להביא את השלום, כולנו עם אחד היום. עוד חלום. בוא איתי לארץ ישראל, בוא תגיד שלום למשפחה שלך בארץ,
Alors c'est à partir de quel âge ils mettent le tzitzit? En général, c'est à partir de 3 ans. En général, c'est à partir du moment où l'enfant, il a plus de couche. Et dès que l'enfant, il a plus de couche, donc dès qu'il est propre sur lui, on lui met un talit katan. Pour justement l'habituer, le former petit à petit au mitzvot. D'accord. Donc c'est 3 ans. Et après, ça va jusqu'à de 3 à 120 ans. Très bien. Alors, maintenant qu'on a expliqué un petit peu ce que c'est les tzitzit, l'importance, quel est donc ce projet que vous avez donc mis en place aujourd'hui? Alors, le projet tzitzit, il est simple. Il est tout d'abord, j'ai essayé d'abord avant de commencer le projet. En fait, quand j'ai commencé le projet, j'ai commencé aussi à me former un petit cercle de relations. Parce que le but du projet, il est de couvrir tout Israël, les Hachem. On veut couvrir toutes les communautés francophones d'Israël, pour le moment, pour une première phase, qui désirent mettre, en tout cas que la rabbinine désire que leurs fidèles se rapprochent petit à petit du judaïsme et de la Torah. Alors en fait, c'est simple. On a mis en place une communication qui s'appelle à tous les médias modernes. On a un site internet, on a une page Facebook, on est sur Twitter, on a un clip de présentation, on a des prospectus, on a une grande campagne de publicité aussi par WhatsApp. On a rien laissé au hasard. Alors, en fait, le projet, il a plusieurs phases. On va d'abord commencer par quelques villes pilotes. En Israël, en tous les cas, on a ciblé Netanya, Tel Aviv, Ashdod et Ra'anana. Et certainement aussi Hadera, depuis quelques jours. Ça fait beaucoup de personnes, tout ça, hein? Oui, ça fait beaucoup de monde. C'est pour ça, plusieurs personnes me disent, oui, mais pourquoi pas les Israéliens, pourquoi pas les Israéliens? D'abord, on va d'abord commencer par le terrain qu'on connaît, les rabbinim qu'on connaît, avec qui on a des facilités de pouvoir parler. Et ensuite, de leur tâcher, dans une troisième phase, on ira vers les Israéliens, vraiment. Donc, le projet prend bien pour les Français. Donc, pour l'instant, c'est quelques villes. Pour l'instant, c'est quelques villes en pilote, comme je vous ai dit. Après, ce sera dans toutes les autres villes d'Israël. C'est-à-dire, on couvrira tout le territoire, en tous les cas, où il y a les Français. Bien sûr, les Français, on va pas aller dans le Negev, il n'y en a pas. Donc, par contre, il y a des Français à Elat, il y a des Français à Naharia, il y a des Français à Tibériade. Donc, depuis 2-3 ans, la Alliance française, il y a vraiment un grand boom. Il y a vraiment une très très grande Alliance française. Et cette année, il y a presque 10 000 Français qui sont arrivés, donc du coup, le besoin se fait ressentir. Oui. Et enfin, troisième phase, ce sera la France et la Belgique. Donc, ça sera une troisième phase. Ah oui, Bezrat Hashem. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour vous aider dans ce projet alors? Alors voilà. Alors en fait, le projet Titi, il va permettre à des juifs, des moins jeunes, francophones, de réaliser un visa Talit Katan, sans qu'ils aient besoin de débourser le moindre centime. Alors je m'explique. On a décidé en fait nous de les offrir gratuitement. Le mode opérateur il est très simple. Des rabbins de communauté. À partir du moment où ils auront contacté, à partir du moment où ils auront une connaissance de notre projet, ils passent des commandes pour leurs fidèles, leurs élèves ou les jeunes qu'ils essaient de ramener à la Torah. Nous, on leur livre des Talit Katan et c'est eux qui se chargent de leur remettre. Alors l'idée de base c'était que nous on fasse tout le travail. On cherche, on distribue, etc. Mais en fin de compte, on s'est dit que c'était pas évident et surtout, on peut pas non plus arriver dans une communauté et demander à des personnes qu'on ne connaît pas de mettre un talit katan. Les personnes, on sait pas quel est leur niveau, etc. Donc, après avoir parlé de plusieurs rabbinim, donc c'est nous que ce soit les rabbinim de chaque pays là, de chaque communauté qui s'en charge. En plus, les jeunes et les personnes ont une confiance totale en eux. Donc pour nous, c'est plus simple. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On est juste les intermédiaires entre les donateurs et les rabbinim. On va procéder par campagne de distribution. Chaque campagne de distribution, c'est 300 talits. Dès qu'on arrive à 300 talits, alors on distribue. Alors on contacte les rabbinim. Et en fait, à chaque fois, c'est toujours le même schéma. C'est-à-dire que dès qu'on reçoit assez d'argent de la part du donateur, alors nous, on part à la distribution. Et ça va très très vite. 300 talits de Katan, ça va très vite, bien sûr. Je sais par exemple que hier, vous avez fait une distribution. Vous étiez où alors? Alors hier soir, on a notre première distribution. Bien qu'on ne soit pas encore arrivé à 300, on est à plus de 200. On a fait le site en ligne dimanche soir.
dimanche dans la journée. Mhm. On est arrivé au Hachem presque à 200 talit en quelques jours. Baruch Hashem. Et hier soir, il y a un rabbin qui m'a téléphoné de Kiryat HaSharon, qui est juste à côté de Natania, Kiryat HaSharon, on est près. Et il m'a fait une commande de 30 talis. Il m'a dit j'ai besoin pour mes élèves de 30 talis, est-ce que je peux en avoir? J'ai eu aucun problème. Hier soir on a livré. Dans les photos sont sur la page Facebook, sur le site. Magnifique. Donc ça a commencé déjà. Alors Baruch Hashem. Baruch Hashem. Alors Baruch Hashem. comment on peut faire? Vous avez donc un site internet. Quel est le site? Alors voilà, on a une page Facebook. La page Facebook c'est Projet Titit, PROJET PSIT. Et le site internet s'appelle www.projet-titit, alors projet-titit.com. D'accord. Et il y a tout sur place pour pouvoir... Il y a tout sur place, il y a des liens PayPal pour payer en shekel, pour payer en euros, il y a des virements, tout est entièrement, tout est entièrement expliqué là-bas. En fait, pour participer à la mitzvah, c'est très très simple. C'est que chaque taille katan, il coûte 20 shekels, c'est à peu près 4,50 €. Donc c'est très peu, c'est vraiment le coût des livres minimes. Et chacun choisit le nombre de talis qu'il veut offrir. Il faut savoir que la totalité de la somme est reversée uniquement à l'achat du talis de katan. Il n'y a pas un centime qui est reversé aux frais de stock. Il n'y a pas un centime qui est reversé à la comptabilité. Il n'y a pas un centime qui est reversé à nous. On prend pas l'argent. On est tous des bénévoles. On fait vraiment ça à l'échelle Shamaïm et pour le Dikoui Rabin. On a vraiment, voilà, tout simplement. Donc c'est bien. Vous êtes beaucoup de bénévoles? Là, je suis en train de former une équipe, une bonne petite équipe. C'est-à-dire que j'essaie d'avoir 2-3 personnes présentes sur chaque ville. Ah, super. Par exemple, sur Khadera, on a Yael Haddad, sur Natania, on a avec Nathan, sur Kfar Saba, on est avec Yaakov Ben Chaim. Je suis aussi en relation avec Batsheva Ben Chitrit. Oui, tout à fait, qu'on a eu le plaisir d'entendre pour le Shabbat mondial, oui, tout à fait. Voilà. Elle est très active dans la communauté francophone d'Israël, et notamment sur Tel Aviv. Et donc, elle m'a mis vraiment en relation avec beaucoup de personnes en place, et elle m'a beaucoup aidé à mettre en place, notamment la page Facebook. Moi, Facebook, c'était pas trop mon fort. Et donc, par la force des choses, elle est tout naturellement entrée dans le projet Titit. Mais donc, on essaie vraiment d'avoir des équipes dans tout Israël pour pouvoir couvrir vraiment un maximum de villes et pour que les gens vraiment prennent connaissance du projet. Et par rapport à ça aussi, on a de nombreux rabbins qui nous soutiennent. On a le Rav Ron Shaya, le Rav Ben Chitrit, le Rav Twitou, le Rav Yaakov Sitruk, le fils de l'ancien rabbin de France. Et tous sont vraiment emballés par la teneur du projet. Ils savent que c'est un projet qui est pas simple. C'est un projet mais c'est un projet qui peut prendre une ampleur considérable. Ils m'ont tous fait une approbation écrite sur le site. Et Laura Cistruc, j'ai envie de faire une petite vidéo pour nous. J'ai rencontré pas plus tard que lundi sur Laura Cistruc et il a vraiment été enchanté du projet. C'est important de soutenir un tel projet. Bien fait. Eh ben, merci pour tout d'avoir été avec nous ce matin et je vous souhaite en tout cas une grande atzlacha. Merci de m'avoir reçu. Mais avec grand plaisir. Et puis on fait maintenant donc une grande publicité pour vous, pour que, comme vous le savez, chers auditeurs, que chaque fois qu'on participe à une mitzvah, à donner la possibilité à une autre personne de faire une mitzvah, eh ben on a une part dans la mitzvah. Donc allez sur le site projet-titit.com et aidez ce projet magnifique dans la terre d'Israël, de pouvoir donner un petit site à chacun à partir déjà de 3 ans et même plus Bezrat Hashem. Donc à partir de 3 ans et Bezrat Hashem, après ça va s'ouvrir jusqu'à arriver jusqu'à chez nous, et là je suis sûr que le projet de site se fera un grand plaisir de venir jusqu'en Belgique pour nous aider aussi à notre communauté à Bruxelles, Bezrat Hashem. Merci pour tout, une grande atzlacha. Bezrat Hashem. Et passez un bon Shabbat. Moi, je m'engage avec Bezrat Hashem dès qu'on commencera le projet Titit sur la France et sur la Belgique, je viendrai en premier le présenter dans votre émission ou directement dans votre communauté. Ah, kol hakavod. Toda rabba. Merci pour nos auditeurs, merci pour la communauté, et merci pour tout ce que vous faites pour le peuple d'Israël et en plus pour la partie francophone de la terre d'Israël. En tout cas, merci pour tout. Chazak ubaruch et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.
Eh bien voilà, nous venons de finir avec Monsieur Mickaël Frati. Je vais simplement vous lire un petit peu ce qui est écrit sur le site internet projet-tzitzit.com. Il y a le Rav Yihya Ben Chetrit qui vient apporter son soutien. Comme il l'écrit, chacun peut constater la nécessité de cette mitzvah qui se fait sentir tous les jours un peu plus. Je me permets d'apporter ma modeste bénédiction à cette œuvre au mérite gigantesque et je prie Hachem qu'il comble de ses bénédictions infinies toutes les personnes qui seront sensibles et apporteront leur soutien financier. Il y a aussi le Rav Ron Shaya, très connu, le Rosh Yeshiva de Yeshuat Yosef, qui est aussi du site leava.fr, qui, quand il a eu connaissance de l'ambitieux projet Tzitzit, il écrit, voilà, nos sages de mémoire bénis nous enseignent que cette mitzvah est équivalente à l'accomplissement des 613 mitzvot. Par conséquent, je ne peux qu'à m'associer à cette belle entreprise dans l'espoir qu'elle permette de sanctifier le nom de Dieu et de rapprocher la délivrance pour notre peuple. Amen. Alors, il y a aussi le Rav Arazi Cohen du Bet HaTorah d'Arkenoam, torahacademy.fr, où il explique qu'il est important qu'un homme soit revêtu du talit katan puisqu'il accomplit une mitzvah d'ordre toranique à chaque instant où il le porte. Le Rav David Nakash, aussi le Rosh Yeshiva de Etzraïm à Natania, vient nous dire et nous rappeler que cette initiative est simplement magnifique car le Zikouy Arabim est une très très belle chose puisque aider la communauté est quelque chose d'extraordinaire. Le Rav David Twitou, aussi Rosh Yeshiva de Ohel Moshe Ashdod, qui souhaite une beracha ve'atzlacha au projet Tzitzit. Donc, messieurs, dames, vous êtes tous invités à aller sur ce site internet projet-tzitzit.com pour faire profiter un maximum de personnes de cette grande mitzvah du talit, du tzitzit. Et bien sûr, bientôt, il sera aussi ici en Belgique pour nous, donc on vous tiendra bien sûr au courant. Nous voici maintenant dans la partie de l'émission La Paracha en chanson. Donc nous allons maintenant écouter la Paracha de Vaïgash, qui bien sûr, vous le savez, c'est l'avant-dernière Paracha du Sefer Bereshit. Et donc je vous laisse en profiter, étant donné que la semaine dernière c'était Hanouka, nous n'avons pas pu écouter aussi la Parachat Miketz. Je vous laisse profiter de ces deux Parachot Miketz et Vaïgash, bien expliquées et chantées pour les enfants. Les marchands arrivent en Égypte. Potiphar achète Yosef et le nomme intendant de sa maison. Le jeune homme, honnête et courageux, sait qu'Hachem veille sur lui et ne l'abandonnera pas. Il révise sans cesse la Torah apprise chez son père. Ce qu'il entreprend lui réussit et Potiphar s'enrichit grâce à lui. La femme de Potiphar, impressionnée par la beauté de Yosef, essaye de le séduire. Mais Yosef, fidèle à la Torah, repousse ses avances et s'enfuit en courant. La femme de Potiphar, vexée, incite son mari à jeter Yosef en prison. Yosef Hatzadik nous a montré comment toujours se dominer, loin de sa famille, de son pays. L'image de son père l'a suivi. Au taureau il est comparé pour tous ses efforts acharnés. Au Yetzer il a résisté malgré toutes les difficultés. Au taureau il est comparé pour tous ses efforts acharnés. Au Yetzer il a résisté malgré toutes les difficultés. De tous il gagne à la faveur, leur fit du bien dans leur malheur. Mais il ne reçut rien en retour quand la fortune leur vint un jour. Au taureau il est comparé pour tous ses efforts
Pendant 2 ans dans la prison, il médita cette grande leçon. Sur Hachem seul on peut compter, aux hommes il ne faut pas se fier. Au taureau il est comparé pour tous ses efforts acharnés. Au Yetzer il a résisté malgré toutes les difficultés. Dans le galout, l'adversité, garde à Hachem, fidélité. L'image du tzaddik et la prière te conduiront vers la lumière. Et les barreaux de la prison, un jour prochain se briseront. Israël enfin délivré verra renaître son passé. Et les barreaux de la prison, un jour prochain se briseront. Israël enfin délivré verra renaître son passé. Le roi Paro trouve une mouche dans son verre. Indigné, il met son échanson en prison. Un instant plus tard, il trouve un caillou dans son pain. Ulcéré, il enferme également le panetier. Le temps passe et les 2 prisonniers s'interrogent sur leur sort. « Allons mes amis, leur dit Yosef un matin, vous semblez préoccupés aujourd'hui. Confiez-moi vos soucis, je pourrai peut-être vous aider. » « Nous avons fait d'étranges rêves, répondent-ils. Yosef écoute attentivement leur récit. Il sait interpréter les rêves. Toi, maître panetier, tu seras condamné. Quant à toi, maître échanson, tu seras libéré. Ne m'oublie pas, parle de moi au roi. Les prédictions de Yosef se réalisent. Mais les chansons la belle est bien oubliée. 2 ans plus tard, Paro fait des rêves que nul ne sait interpréter. Alors seulement, les chansons mentionnent le nom de Yosef. Cette vache maigre, avaler cette vache énorme et rester maigrichonne. Dans un deuxième rêve, il voit cet épi maigre, happer cet épi énorme et rester filiforme. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends vraiment pas. Amenez-moi ici Yosef pour qu'il m'explique cela. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends vraiment pas. Amenez-moi ici Yosef pour qu'il m'explique cela. Pendant 7 ans, tout sera abondant. Il faudra garder le blé et ne pas tout manger, car tout de suite après, il y aura la famine. Et les contrées voisines viendront chercher notre blé. Ah bon, j'ai tout compris, vraiment je te remercie. Voici ma bague Yosef et tu deviendras mon sous-chef. Ah bon, j'ai tout compris, vraiment je te remercie. Voici ma bague Yosef et tu deviendras mon sous-chef.
vache maigre, avaler cette vache énorme et rester maigrichonne. Dans un deuxième rêve, il voit cet épi maigre, happer cet épi énorme et rester filiforme. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends vraiment pas. Amenez-moi ici Yosef pour qu'il m'explique cela. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends vraiment pas. Amenez-moi ici Yosef pour qu'il m'explique cela. Pendant 7 ans, tout sera abondant. Il faudra garder le blé et ne pas tout manger, car tout de suite après, il y aura la famine et les contrées voisines viendront chercher notre blé. Ah bon, j'ai tout compris, vraiment je te remercie. Voici ma bague Yosef et tu deviendras mon sous-chef. Ah bon, j'ai tout compris, vraiment je te remercie. Voici ma bague Yosef et tu deviendras mon sous-chef. Yosef est vice-roi à présent. L'Égypte entière est à ses ordres. Quand survient la famine, on vient de partout acheter les provisions qu'il a emmagasinées. Yaakov lui-même envoie ses enfants chercher du blé en Égypte. Yosef a une barbe maintenant et ses frères ne le reconnaissent pas. Avant de leur révéler son identité, il les met à l'épreuve. « Votre frère Binyamin a volé ma coupe », accuse-t-il. « Il sera mon esclave. » Cette menace rappelle aux frères la vente de Yosef. Regrettant amèrement leur faute passée, ils adoptent cette fois-ci une attitude juste et courageuse. « Prenez-moi donc à sa place, » propose Yehuda. « Je suis plus fort et meilleur guerrier. Vous gagnerez au change. » « Non, » réplique Yosef. « Seul le coupable sera puni. Binyamin sera mon esclave. »« Il n'en est pas question, » riposte Yehuda. « Je me suis porté garant de lui auprès de mon père, et je le lui ramènerai sain et sauf quoi qu'il arrive. » S'est approché du chef puissant et redouté. Son courage n'a pas faibli, l'Égypte a tremblé à son cri. Il avait promis à son père d'être le gardien de son frère. Il périrait de chagrin s'il arrivait malheur en chemin. Alors Yosef a compris que ses frères sont tous unis. Il regrette le passé d'un seul cœur et d'une même pensée. Plus besoin de les éprouver, il va enfin leur dévoiler que c'est lui Yosef leur frère, 12 enfants d'un même père. Retournez vite pour annoncer à notre Père cette nouvelle. Prenez 20 ânes
Déchargez-les d'épices, de vin et de blé, et des chariots pour voyager, et aussi pour lui rappeler ce que nous avions étudié. La Torah ne m'a pas quitté. Au nombre de 70, les familles des 12 tribus sont descendues en Égypte. À Goshen, elles se sont rendues. Yehuda leur a préparé un endroit pour étudier, et Yosef a attelé son char lui-même pour saluer son père enfin retrouvé, son père qu'il a tant aimé. Il ne va plus le quitter, plus jamais, jamais le quitter. Eh bien, voilà que l'émission est bientôt finie. Avant de finir, je vais d'abord vous rappeler quand même quelques dates très importantes qui ont eu cette semaine et qui vont y avoir la semaine prochaine. Alors, premièrement, hier, nous étions le 5 Tevet. Le 5 Tevet, c'est la victoire des livres. En fait, il y a eu une affaire qui éclata en 5747. En 1987, les livres avaient disparu de la bibliothèque centrale du mouvement Chabad à New York, abrités dans la maison voisine du 770, donc du 770 Easton Parkway à New York. La constatation en avait été faite, des ouvrages précieux, des manuscrits remontant même jusqu'au Baal Shem Tov avaient été dérobés dans l'intention de les vendre à des collectionneurs. Et en fait, cela dépassait la simplicité du vol, même s'il était grave, bien sûr. Ces documents avaient été rassemblés par le précédent rabbi de Lubavitch, le rabbi Yosef Yitzhak, et ses ancêtres, au prix d'immenses difficultés, se mettant lui-même parfois en péril. Et il avait transporté avec lui ces textes au travers de toutes les tribulations qu'il avait connues en URSS pendant la Première Guerre mondiale, jusqu'à son arrivée aux États-Unis. Alors bien sûr, il représentait une sagesse essentielle, une connaissance profonde, nécessaire, mais aussi, il renfermait une sainteté d'une puissance incomparable. N'avait-il pas été pour beaucoup rédigé de la main même du Baal Shem Tov ou de ses successeurs? C'est dire que le drame dépassait largement celui, très réel, de l'acte criminel. Alors après une rapide enquête établit que le responsable était en fait un proche qui revendiquait une sorte de droit de propriété sur les livres et comptait en tirer un profit personnel, c'est ainsi que le rabbi fit état publiquement des événements en cours soulignant la gravité, montrant qu'ainsi on détournait la bibliothèque du but voulu par le rabbi Yosef Yitzhak. Faute d'autre solution, l'affaire arriva devant un tribunal civil new-yorkais. Et la question se posa en ces termes. Est-ce que Rabbi Yosef Yitzhak avait-il possédé cette bibliothèque comme un bien propre, et dans ce cas une revendication personnelle pouvait être entendue, ou l'avait-il constitué et préservé dans un but plus général, et donc à cette intention devait être respectée? Alors bien sûr, la bataille juridique a été très complexe. Le juge, qui bien sûr était non-juif, se rendait compte qu'il devait acquérir une perception nouvelle pour traiter un tel sujet, et la salle du tribunal retentit ainsi sans doute pour la première fois de propos sur le chassidisme, sur l'essence d'un rabbi et de sa nature et de son lien avec les chassidim. La femme du rabbi, donc la rabbinite Raya Mushka, qui elle-même était la fille du rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, a été citée comme témoin. « Quelle a été l'intention de votre père ?» lui posa-t-il. « Et est-ce que les livres lui appartenaient-ils à titre personnel ou non ?» Elle fit cette réponse bouleversante qui frappa le juge et contribua bien sûr largement à la décision finale. Elle dit ainsi « Le rabbi et les livres appartiennent aux chassidim. » Le juge a donc tranché que tous les livres dérobés devaient être restitués. C'est le 5 Tevet qu'ils furent ramenés à leur endroit légitime dans la bibliothèque du mouvement Chabad, permettant de nombreuses rééditions et constituant
un pôle de référence pour tous. Depuis lors, le 5 Tevet est un jour de fête, celui de la victoire des livres. Un tel événement n'a pu se produire, souligna le rabbi, c'est sans doute parce que l'étude des textes était insuffisante. Il demanda que chaque année, chacun enrichisse sa propre bibliothèque en achetant de nouveaux ouvrages pour les utiliser. Et donc le 5 Tevet est un jour dont il appartient à chacun de savoir profiter. Nous sommes encore dans la semaine du 5 Tevet, vous pouvez encore profiter d'acheter des livres juifs pour apprendre, pour avoir plus de connaissances, pour pouvoir évoluer et grandir, car la mitzvah de Beit Maleh Sfarim, la mitzvah d'avoir une maison remplie de livres de Torah, est une mitzvah extrêmement importante. Et bien voilà que l'émission va bientôt se finir. Je rappelle quand même une date très très importante. La semaine prochaine, le mardi 22 décembre, nous serons le 10 Tevet. Et comme vous le savez, c'est un jour de jeûne. Alors le jeûne du 10 Tevet, c'est en l'an 3336, donc en moins 425 de l'ère vulgaire, les armées de l'empereur babylonien Nabuchodonosor ont commencé à établir le siège de Jérusalem. Et c'est bien sûr 30 mois plus tard, le 17 Tammuz, qu'une brèche a été ouverte et le 9 Av de cette même année, le Saint-Temple fut détruit. Pour cela, que le 10 Tevet, cette année donc le mardi 22 décembre, est un jour de jeûne, un jour de deuil, un jour de repentir, où nous allons nous abstenir de manger et de boire depuis l'aube jusqu'à la tombée de la nuit, en ajoutant dans les prières des selichot, des prières de pardon. Alors, quels sont les horaires cette année? Les jours de jeûne donc du mardi 22 décembre, cette année, ce sera le début du jeûne à 6h53, et la fin du jeûne à 17h27. C'est un jeûne assez simple, assez facile, étant donné qu'il se finit très très tôt, et qu'il ne se commence pas la veille comme le jeûne de Kippour par exemple. Et donc c'est pour cela qu'il est très important de faire le jeûne du 10 Tevet. Plus récemment, le 10 Tevet a été aussi choisi pour être un jour de Kaddish général pour les victimes de la Shoah, pour lequel on ignore la date exacte de leur disparition. Donc il est quand même assez important de faire le jeûne ce jour du 22 décembre, je répète les horaires, le 1 à 6h53 et se finira le soir à 17h27. Je vous rappelle maintenant, mesdames et mesdemoiselles, l'allumage des bougies de ce Shabbat, vendredi 18 décembre. Dans la ville de Bruxelles, il faudra allumer les bougies avant 16h19 et Shabbat se finira à 17h33. N'oubliez pas de venir à la synagogue ce soir et demain. La paracha que nous allons lire demain, donc, est bien sûr la parachate Vaïgash. Je vous souhaite à tous de passer un très très bon Shabbat, bonnes vacances pour ceux qui sont déjà partis, et en tout cas, à la semaine prochaine. Shabbat Shalom. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. כל העולם הוא גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד,
ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם